Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette 25e émission de la saison 2. Alors aujourd'hui, pas mal de choses. Tout d'abord, une invitée, Rachel Ardouin, bonjour. Bonjour Christophe. Alors tout à l'heure, nous parlerons un petit peu du parcours Syncambule et puis des éditions I. Absolument. On a Laurent qui est avec nous aussi. Salut Laurent. Bon, donc tout à l'heure, on parlera de 2 albums faits par des femmes, hein. Exactement, 100% féminin. 100% féminin. Alors, entre-temps, on ira faire un petit tour avec Mathieu Sapin, hein, que vous connaissez bien, puisqu'il était présent la semaine dernière, mais j'ai eu l'occasion de le rencontrer aussi. Donc, voilà, c'est un petit échange avec lui. Une petite surprise en milieu d'émission, quelques mots échangés avec un écrivain et un humoriste que j'adore, Daniel Pénac et François Morel. Et puis, on aura l'occasion aussi de rencontrer Jean Anesté, le responsable des éditions I. Voilà, on parlera de tout ça. On fait une petite pause et puis on se retrouve pour parler de Mathieu Sapin. Alors Laurent, vous aviez passé un bon moment la semaine dernière pour discuter un petit peu de cet album, Gérard dans les pattes de Depardieu. Exactement, un super album d'ailleurs. Ah ouais, excellent, hein, moi ça m'a bien fait rire. Ah bah écoutez, je vous propose qu'on retrouve Mathieu pour en parler avec lui. Mathieu Sapin, bonjour. Vous venez de sortir aux éditions d'Argo, Gérard dans les pattes de Depardieu. Quelle aventure! Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pour ça que sur la couverture, j'ai mis comme ça un dessin qui évoque un peu la bande dessinée d'aventure, parce que je l'ai rencontré par le biais d'un projet de documentaire en 2012 et je ne savais pas du tout où je mettais les pieds. Et je me suis rendu compte qu'en suivant quelqu'un comme Gérard Depardieu, tout peut arriver. On s'est retrouvé, donc, comme je le montre sur la couverture, à faire du sidecar sur les montagnes d'Azerbaïdjan. On a fait de l'hélicoptère, on a fait du 4x4 dans des torrents. Enfin, oui, donc c'est vraiment l'aventure. Ouais. Alors vous étiez en même temps sur un projet à l'Élysée. Quel drôle de parallèle, passer de François Hollande à Gérard Depardieu. Oui, mais justement, c'est ce qui m'a aussi décidé à accepter la proposition pour le suivre dans ce documentaire initial. C'est que comme j'avais suivi la campagne de François Hollande, j'avais envie de changer un peu de décor. Et quand on m'a proposé donc de suivre Depardieu, je me suis dit que c'était parfait, que ça faisait une espèce de grand écart tout à fait réjouissant. En réalité, j'ai fait les deux en même temps. C'est-à-dire que j'étais un jour à suivre Depardieu et la semaine d'après à l'Élysée. Alors c'est vraiment un monstre à tous les sens du terme, monstre du cinéma bien sûr, hein, il a baigné toute notre enfance, mais il y a un côté très très excessif. Oui, c'est-à-dire qu'avec lui tout déborde, et je dirais même qu'aujourd'hui il est allé tellement loin dans la démesure qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Même par rapport à la France où maintenant il est obligé de sortir des frontières, c'est quelqu'un qui je trouve, à l'échelle de la France, c'est un des personnages les plus connus, les plus impressionnants. Ouais. C'est vrai que ça se passe au moment où il y a toute une polémique sur lui, et on voit ses réactions. Ça en fait un personnage très attachant et très émouvant, malgré toute cette colère qu'on ressent chez lui. Oui, c'est ce qu'on m'a dit, et c'est ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que moi, je le connaissais évidemment pas. La première fois que je l'ai rencontré, j'ai été frappé par la sensibilité de cet homme, qui effectivement a des défauts, effectivement peut être très excessif, par moments on peut ne pas être d'accord, voire pas d'accord du tout avec ce qu'il dit, mais il a une générosité et même une forme de fragilité qui est très touchante. Ouais. Il y a eu des moments où vous avez eu peur de ses réactions ? Au début, j'en menais pas large, honnêtement, parce qu'il est très impressionnant, de par sa stature, de par ce qu'il représente. Et aussi, il a un truc de regard. Quand il vous regarde, il vous déshabille. Comme tu sais, c'est quelqu'un de très sensible. Et si on prend la peine de l'écouter, les choses se détendent. Et donc, au début, j'étais très impressionné, mais peu à peu, on a appris à se connaître et à la fin j'étais plutôt plus à l'aise. Ouais. On sent une complicité qui se met en place tout au long du livre, qui est assez marrante d'ailleurs. Oui, mais c'est quelqu'un de très très drôle. C'est quelqu'un qui est aussi malheureux vers certains aspects, qui a des failles,
qui a des souffrances, mais qui peut être très très drôle. Et j'ai des souvenirs de fou rire énormes avec lui, parce qu'il a une invention, il a une pétillance, une vivacité d'esprit, il a toujours un sens de la formule, et c'est très très difficile de garder son sérieux avec lui. En plus, il s'abolit de toutes les barrières de hiérarchie ou quoi, il n'en a rien à foutre, il voit un chef d'État, il le tutoie tout de suite, Ouais, mais il fait la même chose avec les gens qu'il rencontre dans la rue. Donc il provoque cette complicité. C'est quelqu'un avec qui on est tout de suite à l'aise. Et en même temps, on le voit grogner souvent. Ah oui, pour peu que ça se passe bien, parce que s'il vous a dans le nez, là, c'est très, très, très compliqué. Mais il aime bien en rajouter aussi, il aime bien, j'allais dire, jouer son propre personnage. Oui, c'est ce que vous expliquez dans un moment du livre, où effectivement, il est vraiment dans l'excès partout. Oui, et ça le quitte pas, c'est ça qui est compliqué, j'imagine, pour lui, c'est qu'il est tellement maintenant connu, reconnu, qu'il est presque prisonnier de son image, et je pense que par moments c'est pesant. Il se protège aussi, je pense, derrière ce personnage, quoi. Oui, parce qu'on le voit sollicité tout le temps. Oui, où qu'il aille, il est sollicité de par les gens qu'il croise, parce qu'il est très connu, et aussi par les autorités, c'est-à-dire que quels que soient les pays, les gens apprennent que Depardieu est là, ils vont, les représentants, du gouvernement ou tout le monde essaye ou des journalistes bien sûr, enfin tout le monde il fascine, c'est quelqu'un qui fascine et il est fascinant et qui souffre de cet excès de reconnaissance et de célébrité, de fascination. On sent une certaine fragilité chez le personnage. Ouais. Mais en fait c'est tout le paradoxe, c'est quelqu'un de très paradoxal qui a un rapport très contrarié aussi à son image, à sa représentation. Il déteste se voir au cinéma, il déteste se voir en photo. Et c'est ça qui lui a plu, c'est que dans ma démarche, c'est que le dessin lui permettait de pouvoir se voir. Le décalage du dessin fait que, au contraire, ça l'amusait même. Donc quand je lui ai donné le livre, à la fin, il était très intrigué. Parce que d'abord, il découvrait des choses qui s'étaient passées quand même pas mal de temps avant, puisque je l'ai suivi pendant 5 ans. Mais aussi une espèce de point de vue qui est le mien, puisque je me mets en scène et je raconte bien sûr les choses de mon point de vue. Et il était assez étonné et amusé, et donc il lisait les pages, c'était très très marrant, il lisait les pages comme ça à haute voix avec le ton, et comme si c'était quelqu'un d'autre, quoi. Et donc cette mise à distance, je pense, lui était agréable. On le voit entouré d'œuvres d'art, Oui. de grands artistes extraordinaires. Quel est son rapport à la bande dessinée justement ? Il le dit lui-même, la bande dessinée ça l'intéresse pas tellement, enfin il n'a pas une culture BD pardon. Il y avait eu l'album de Cabu sur Inspecteur la bavure déjà qui était sorti il y a plusieurs années. Alors là, tout à fait, mais j'avoue que je ne l'ai pas eu en main. Vous n'avez pas échangé Il faudrait que Non, on n'en a pas parlé. Vous lui en avez parlé, vous lui avez montré le livre bien sûr à sa sortie, et il l'a accueilli très positivement. Il a vraiment bien aimé le lire, et surtout ce qu'il a aimé, c'est une forme de, même si c'est très subjectif, une forme de vérité. C'est-à-dire que ça montrait le personnage dans une vérité qui échappe parfois dans l'excès de médiatisation. On a tendance à caricaturer. Et moi, je voulais aller au-delà de la caricature, montrer un portrait qui est plus juste. Et donc ça lui a plu, ouais. Et ça peut le réhabiliter aux yeux des Français, à votre avis ? Alors ce qui me surprend beaucoup, c'est que là, depuis que le livre est sorti, c'est il y a peu de temps, mais j'ai beaucoup de réactions qui me disent « Ah, mais je le voyais pas comme ça, ça me donne un autre... ça me le fait montrer d'une autre manière grâce à ma BD, ouais. » Mathieu Sapin, merci beaucoup. Et puis à très bientôt. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Ah, c'était un vrai plaisir. Alors franchement, Rachel, si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille Gérard dans les pattes de Depardieu, de Mathieu Sapin, aux éditions d'Argo. C'est superbe. Vraiment, c'est excellent. Deux grands. Ah oui, deux grands. Alors, on marque une petite pause et puis on va parler des éditions I. Alors, j'avais eu l'occasion, bien sûr, de discuter avec François Bouc de son album « Portrait de la France », mais j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Jean Anesté pour qu'il nous parle un peu plus de ces éditions I qui viennent de se monter. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on l'écoute. Jean Anesté, bonjour. Vous êtes le responsable des éditions I qui viennent de se monter. Oui, c'est une petite maison d'édition qui est montée avec mon fils comme président de la société, c'est une SAS, et d'autres amis éditeurs. Voilà. Alors, on a eu l'occasion d'en parler pour Portrait de la France avec François Bouc, et puis l'alphabet de la banlieue.
Donc on a commencé avec le livre de François, Portrait de la France, et on a enchaîné avec un Giacovitti, le Camas Ultra. Monter une petite maison d'édition comme ça en ce moment, est-ce pas un pari un peu courageux? Je sais pas, on a quand même établi un business plan, on a réfléchi aux risques, on a passé 9 mois à étudier différents schémas et différents programmes d'éditoriaux qui permettaient que l'aventure soit viable et même qu'on s'en sorte financièrement. Alors on verra pour l'instant, le démarrage est meilleur que ce qui était prévu dans notre business plan. Alors c'est vrai que sortir un livre de François Bouc qui traite quand même d'actualité et de politique en pleine période électorale, c'est plutôt intéressant. Effectivement, oui, on est en train de réfléchir à le réimprimer au bout de même pas 15 jours, quoi. Donc ça fonctionne plutôt bien. Mais est-ce qu'on le réimprimera là ou est-ce qu'on fera une réédition uniquement pour la rentrée, une édition post-électorale? On est en train d'hésiter, voilà. Vous avez d'autres projets avec François Bouc? On a démarré un programme de 2 albums annuels quand même avec lui. On a dans la même série que le Portrait de la France en préparation un autre ouvrage qui sera l'autoportrait graphique de Bouc et un autre qui sera Artbook justement et qui sera normalement lié à l'année de Léonard de Vinci, puisque Jérôme Mouchereau est le voisin de palier de Léonard de Vinci, et où François devrait aborder, si on pousse les choses jusqu'au bout, la symbolique qu'il y a sous-jacente aux œuvres de Léonard de Vinci. Voilà. Et on est en train d'essayer de trouver des contacts avec un musée qui accepterait de faire une exposition Bouc Léonard de Vinci. Donc ça, c'est un projet qui est prévu pour la fin de l'année? C'est un projet. D'accord. Ce n'est pas une réalisation. Le livre se fera dans tous les cas de figure. Est-ce que ça se fera lié à un musée ou pas? Voilà. Donc ça ne dépend pas vraiment de moi, ça dépend des dirigeants des musées. S'ils ont envie de se payer un peu d'originalité, en associant quand même un travail sur l'image, la réflexion. Il se trouve que François, pour cet aspect-là en tout cas, a quand même est dans la ligne d'une tradition un peu qui remonte au compagnonnage et qui est en filiation directe avec des œuvres de Léonard de Vinci. C'est ce qui peut donner quelque chose d'intéressant. Et la bande dessinée servirait à ce moment-là de palier. Voilà. Donc il se trouve que pour notre maison d'édition qu'on est en train de monter, la bande dessinée n'est qu'un secteur. La maison d'édition va se développer normalement à partir de 2018 avec un secteur sciences humaines important, avec des secteurs sur les traditions, que ce soit musulmanes, importantes, sur la culture chinoise, avec des gens comme Catherine Despeux, pour l'islam, Abdallah Penaud, ou moi-même d'ailleurs, et sur l'hindouisme avec Colette Poggi, ainsi de suite. Donc il y a et aussi un secteur littérature et humour. C'est une vraie aventure, elle est née véritablement d'un ras-le-bol des éditeurs parce qu'on avait certains projets dans les sciences humaines qui ne voyaient pas le jour, notamment des ouvrages sur le détournement du religieux à des fins politiques. Donc on va essayer de remettre les choses avec des universitaires, des penseurs qui sont partie prenante des religions intéressées et qui montrent de l'intérieur à quel point les dérives salafistes, sionistes ou fondamentalistes d'une façon générale sont des aberrations et des détournements à des fins politiques. Je trouve que c'est important aujourd'hui de faire entendre des points de vue très précis doctrinalement et qui changent les choses. On va faire aussi à travers la bande dessinée des ouvrages qui va être par exemple l'islam en 108 ou le salafisme en 108 qui vont sans doute nous attirer quelques amis sur la place, voire sur la planète. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, je vous avais présenté François Bouc, Portrait de la France, mais Rachel, vous nous avez amené un autre objet, qui est un coffret, c'est ça? Absolument, parce que les éditions I ont choisi de présenter donc, le Portrait de la France dans un coffret édité à 500 exemplaires, avec les organes de la violence, qui en fait sont un recueil de dessins que François réalise en écoutant la radio ou la télévision, et qui lui sont inspirés par... notre actualité. Donc il y a un coffret avec un emboîtage et Portrait de la France, donc. Absolument. Avec une couverture toute blanche.
Oui, en fait, l'idée, c'est d'avoir un objet qui soit différent de l'ouvrage qui est vendu de manière plus large, puisque l'ouvrage est imprimé à 10 000 exemplaires, alors que celui-ci est vraiment destiné aux connaisseurs, aux collectionneurs, 500 exemplaires. Voilà. D'accord. Alors, sur tous les projets dont Jean Anesté parlait, est-ce que vous avez quelques infos ? Autour de François, oui, il y a ces 2 grands projets, dont un à la rentrée et l'autre un peu plus tard, puisque il sera en écho à l'anniversaire, donc les 500 ans de Léonard de Vinci, et s'accompagnera certainement d'une très belle exposition dont on cherche actuellement le lieu et les partenaires. Sinon, il y a également un ouvrage qui est sorti début avril, qui est une réédition du Kama Sutra de Giacovitti. Donc Giacovitti, grand auteur italien, je dirais incontournable dans la culture BD, et qui a réagi dans les années 80 face à la profusion de dessins, d'informations à caractère pornographique en France, en Italie bien sûr où il vit, et en Europe en général. Et en fait c'est vraiment un ouvrage à la fois très drôle, il n'y a aucune méchanceté et chacun peut se reconnaître pour peu qu'on ait un peu traversé les années 80. C'est effectivement très très drôle. Alors vous intervenez donc un peu sur les éditions I, mais vous êtes aussi l'organisatrice du parcours 5 ambules qui a lieu fin septembre. Voilà. On a quelques images des éditions précédentes. C'est sympa. Voilà, donc les éditions 5 ambules, c'est un parcours de bande dessinée qui a pour pivot une très belle exposition avec le soutien de la mairie du 5e et de Florence Berthoud, la maire, qui est une femme qui aime la culture, la littérature et qui nous ouvre vraiment grand les portes de sa mairie. Donc on a une très jolie salle et cette année, donc je peux vous l'annoncer, c'est donc François Bouc qui sera présenté à la mairie du 5e en exposition pendant 15 jours, 3 semaines, pardon, et avec un effet de rétrospective, ce qui nous permettra de découvrir en fait les différents personnages cultes qui ont été créés par François, donc pas seulement Moucheron, mais le Bouncer. Alors ça va coïncider un peu avec la sortie du Joannitor aussi, qu'on attend. Alors absolument, voilà, donc il y aura plusieurs sorties qui vont vraiment valoriser le travail de François, puisqu'il y aura au Lombard le Joannitor, il y aura une réédition du Bouncer et un nouvel album qui lui est annoncé plutôt fin novembre, début décembre chez Glénat. Et les éditions Glénat ont accompagné la création et la production d'un magnifique documentaire sur le travail de François sur le Bouncer et dont on fera le lancement dans le cadre du parcours BD. Oui, puisqu'il y aura des documentaires aussi qui seront projetés. Alors voilà, c'est ça chaque année, nous essayons d'enrichir la formule parce que notre principal point de différenciation, c'est que nous organisons des rencontres dédicace chez les commerçants du 5e. Voilà ce qu'on a pu voir sur l'image, puisqu'on apercevait Sylvain Dorange et Cécile Rissard. Voilà. Parfait. Voilà, très sympa. Donc effectivement, c'est cette idée qui est très chouette, d'une balade au cœur du 5e, en découvrant les auteurs. Voilà, et en partageant un verre parce que vous êtes dans une brasserie, dans un salon de thé, un bar à vin. Donc c'est vraiment un projet qui est cofinancé par la chambre de commerce, la mairie, mais surtout les commerçants du 5e qui ont à cœur que le 5e reste un arrondissement de partage de culture, de littérature et surtout de BD, puisque la rue Dante est une rue dédiée à la bande dessinée. Voilà. Et donc cette année, on met en place une nouveauté qui est un partenariat avec le Studio Galande, qui est un cinéma d'auteur, d'art et essai, mythique lui aussi. Oui, puisque moi j'ai pu voir dans ma jeunesse le Rocky Horror Picture Show. Et donc Benjamin aussi d'ailleurs. Tous les Parisiens connaissent le Studio Galande. Voilà. Je ne sais pas si Laurent connaît. Je suis désolé, mais non. On va vous visiter. Il faudra venir au parcours 5 ambules. Voilà. Et donc on a une programmation avec 7 documentaires dédiés à des auteurs. Donc ça peut être
je sais pas moi, il y aura comment dire, le documentaire de François, il y aura également un documentaire sur une coloriste sur, voilà, Evelyne, que j'aime beaucoup, Evelyne Trandé, Evelyne, qui a été coloriste de Moebius et qui est la sœur de Jean-Claude Mézières et qui a fait toutes les couleurs de Laureline et Valérian. Voilà, donc je suis vraiment ravie d'accompagner Avril sur la présentation de ce documentaire qu'il a totalement autoproduit. Par admiration, parce qu'elle a vraiment un travail d'artisan extraordinaire. Toutes les couleurs de Fred aussi, on l'oublie des fois. Alors oui, bon, effectivement, elle a accompagné Jean Giraud et Fred, enfin beaucoup de grands auteurs qui lui ont confié. Il y a eu 2 Astérix, il me semble. Il y a eu 2 Astérix. Bon, je connais pas assez son parcours. Non, c'est vraiment extraordinaire et c'est encore une manière de travailler à l'ancienne avec des couleurs et des pinceaux. Et ça, exactement. Sur les bleus, c'est superbe. Et donc l'idée de ce parcours avec ces 3 journées de présentation de documentaires, c'est vraiment, par exemple, il y a un documentaire magnifique sur les auteurs de BD dans le monde qui ont valorisé le courage et l'horreur de la Grande Guerre. D'accord. Et donc notre volonté, c'est vraiment d'aller au-delà de la BD parce que l'auteur de bande dessinée est extrêmement isolé et il est extrêmement exposé pendant les salons. Et donc ce parcours, c'est vraiment vous rencontrez l'auteur de cœur et vous discutez avec lui, vous pouvez à l'occasion lui demander une dédicace, vous promenez au sein du quartier, il y a cette grande expo, il y a aussi une expo collective, il y a 3 autres expos. On viendra découvrir tout ça, on a eu l'occasion, voilà. Puisqu'il y a eu une émission d'Entrecase, la première de la saison, et on reviendra voir tout ce que vous faites pour fin septembre. Avec plaisir, merci. Alors on marque une petite pause et puis je vous propose un petit document sympa, vous allez voir. Alors avant de retrouver Laurent, juste pour le plaisir, une toute petite rencontre. Vous allez voir, d'ailleurs j'ai été un peu troublé. J'espère que vous me direz pourquoi sur Facebook. Allez, Daniel Pénac et François Morel. François Morel, Daniel Pénac, bonjour. J'aimerais vous poser quelques questions sur la bande dessinée et votre rapport à la bande dessinée. À quel point de vue ? C'est un rapport de consommateur ? Oui, éventuellement, pourquoi pas. Ou un rapport de praticien ? De praticien aussi, bien sûr. Bon, moi, la dernière que j'ai faite, ça a été dans une joie incroyable, parce que je travaillais avec Florence Sestac. Et bon, alors, voilà, rien que le fait de travailler avec la Sestac, c'était un délice pendant plus d'1 an, parce que moi, je suis très lent. Pour faire le scénario, j'étais très lent. Et voilà, donc, du point de vue... Je ne sais pas comment dire, parce que c'était un travail quotidien délicieux, c'était délicieux. Et puis j'adore, parce que c'est un mystère. Je ne sais pas comment elle fait en mettant un pif en pomme au four à chacun de ses personnages, à les rendre à ce point ressemblants, uniquement en les faisant bouger sur du papier. Et en plus, ils bougent et ils sont immobiles. Il y a une ressemblance du corps, du geste, du déplacement, qui est incroyable. Qui, moi, me fascine, mais comme un béotien, parce que je ne suis pas spécialiste, je suis un béotien, j'y connais rien. Et je suis émerveillé. Vous, François, vous avez prêté votre voix au professeur Moustache de Mario Montaigne. Quelle expérience ? J'ai prêté ma voix en fait, enfin j'ai plutôt vendu d'ailleurs ma voix à chaque fois pour le professeur Moustache, pour Ordre Alphabétique dans les Astérix avec Astier, il a le projet d'en faire un autre, j'ai même fait la voix du chat du rabbin. À chaque fois c'est travailler avec Montaigne ou avec Johann Sfar, c'est travailler avec des gens aujourd'hui qui sont extrêmement pointus, drôles, intéressants, et à chaque fois pour moi je joue souvent des spectacles très longtemps et là ça me permet de faire un travail ponctuel, rapide et extrêmement enthousiasmant avec des gens drôles et passionnants. Vous êtes lecteur de bande dessinée d'ordinaire ? Je suis pas mal lecteur, oui. Pas assez, mais j'ai lu il n'y a pas longtemps, par exemple, une bande dessinée qui s'appelle Portugal, je crois. Oui, de Cyril Pedrosa. Voilà, et qui est une merveille absolue. Et vous, Daniel, vous êtes lecteur aussi ? Ponctuellement, pas si souvent que ça, mais ponctuellement, il y a surtout des gens que j'adore. J'adore Manu Larsenet, par exemple, j'adore ça. Donc à chaque fois, c'est pas difficile, à chaque fois qu'il en sort une, je l'adore aussi comme illustrateur, donc à chaque fois, et Dieu sait s'il est différent. Donc oui, j'ai des... Si Sfar sort un album, je regarde, si Larsenet sort un album, je regarde. Et
il y a un type dont je ne me rappelle pas le nom qui vient de faire un Lucky Luke merveilleux qui s'intitule Jolly Jumper ne répond plus. Oui, qui est Bouzard. Oh, c'est merveilleux ce Mozart. Comment dites-vous qu'il... Bouzard. Oui, c'est un Mozart, ouais. Ce Mozart est merveilleux. J'en ai offert une vingtaine d'exemplaires. Oui, ce Lucky Luke, ce Jolly Jumper. Tu me l'as pas offert. C'est la prochaine fois que tu viens dîner à la maison. Je l'ai acheté. Je vous remercie beaucoup pour ce petit moment. Merci. Bon, vous avez pu voir que j'étais tellement troublé que le cube de Watch TV était à l'envers, la tête à l'envers. Alors, je vous propose qu'on retrouve tout de suite Laurent pour nous parler de 2 albums 100% féminins. Alors, Laurent. Alors, Laurent, quels sont ces 2 albums ? Ouais, Christophe, je profite aussi de la présence de Rachel sur le plateau pour vous présenter 2 albums et 2 auteurs vraiment féminins. Alors pourquoi féminins? Parce que les 2 auteurs sont des filles, et aussi parce que les personnages des 2 BD que je vais vous présenter sont toutes aussi des filles. Alors une auteure déjà très connue, avec beaucoup d'expérience, mais qui ne veut pas dire vieille pour autant, c'est Pénélope Bagieux, qu'on avait connue sur son célèbre blog de 2007 à 2014. Qui s'appelait Ma vie est tout à fait fascinante, qu'on avait ensuite retrouvé dans Kadaveski, puisqu'elle avait ensuite fait un album, un vrai album, en 2010. Elle avait produit aussi Joséphine, un album, 3 albums, 3 tomes, qui a donné suite à un film avec notamment Marie-Lou Berry. Et en 2015, elle a sorti California Dreamin', une biographie de Hélène Cohen, la chanteuse des Mamas and Papas, et ça lui a donné l'idée par la suite de réaliser des portraits. Et les portraits, comme vous voyez donc sur le tome 2 de Culotté, donc elle en a fait 30 de portraits, Pénélope Bagieux, qu'elle a d'abord publié sur le blog du Monde. Donc 15 portraits par album, ça veut dire évidemment peu de pages, mais ça veut dire aussi beaucoup de cases par planche. Elle s'est aussi soumise à un exercice périlleux, c'est de n'utiliser que 4 couleurs par histoire. Ah oui. Donc on voit des portraits de femmes très connues, de femmes moins connues. Alors je vais vous en citer quelques-uns. Lozen, une guerrière apache. Mae Jemison, la première femme black astronaute. Fulan Devi, reine des bandits en Inde. Agnodis, gynécologue d'antiquité. Et on retrouve tous ces portraits dans ces 2 albums de Culotté. Donc le premier qui est sorti en septembre 2016. Et le deuxième en janvier, donc en janvier dernier. Je vous conseille la lecture de ces 2 albums. C'est passionnant, c'est aussi drôle. On retrouve l'humour de Pénélope Bagieux. C'est vraiment, vraiment à lire. Ouais, intéressant. Et deuxième auteur, alors celle-ci est beaucoup plus jeune, c'est sa première BD, elle a 21 ans. Elle est étudiante au lycée d'art graphique Auguste Renoir à Paris. Ça s'appelle Conduite interdite chez Stenkiss. Elle s'appelle Chloé Vary. Donc Chloé Vary a lu il y a quelque temps un roman, le roman ça y j'oublie le nom, de Clarence Rodriguez, qui s'appelle Révolution sous le voile. Clarence Rodriguez est une journaliste qui vit à Riyad, en Arabie Saoudite, et elle a dressé le portrait de 8 femmes qui vivent là-bas et qui expliquent un petit peu comment ça se passe en Arabie Saoudite. Et notamment, Chloé Vary est tombée sur une anecdote assez incroyable. Elle s'est aperçue que déjà que le fait de conduire était interdit pour une femme en Arabie Saoudite, oui. Et qu'en 90, un groupe de 47 femmes ont pris le volant pour protester justement contre cette loi. Et elles sont baladées dans Riyad avec la... Laurent, on en reparlera dans la prochaine émission. Je te remercie. Merci à tous nos spectateurs. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les box ADSL et Twitter. Rachel, merci beaucoup de cette présence en plateau. Merci, et puis on se retrouve pour 5 ambules. Avec plaisir. En septembre. Merci beaucoup. À bientôt.